Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes lundi, début de semaine. Alors, début de semaine, il y a 2 semaines de trêve. Alors, pendant ces 2 semaines de trêve, je vais vous faire des vidéos sur des sujets qui ne sont d'actualité pour l'Olympique de Marseille et d'autres qui ne sont peut-être pas de l'actualité, mais il y a des entretiens, pourquoi pas, à décrypter ensemble. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu De Zerbi sur son long entretien qu'il a délivré du côté du magazine 1899 Hebdo, qui est plutôt, franchement, très sympa de ce que j'ai survolé. Il y a beaucoup de sujets abordés. Son parcours en principal, donc du côté de sa jeunesse, avec sa famille, dans le privé, du côté de son parcours en joueur, de son parcours en entraîneur bien sûr, jusqu'à quand il arrive à Marseille, avec sa dernière phrase, pourquoi pas pour les ambitions qu'il a pour l'OM. On va y aller les amis, tout de suite ensemble. Tout d'abord, la petite ambition, le petit abonnement, le petit like, le petit dislike si vous n'aimez pas ce que je fais, la petite cloche et en dessous là, vous mettez un petit commentaire sur tous les sujets que je vais aborder, sur toutes les réponses que je vais aborder. On va aller tout doucement sur l'entretien. D'abord, il y a 2-3 actus, ça va très très rapidement, mais ce n'est pas une vidéo d'actu, hein. Pour ceux qui viennent juste pour l'actualité olympique de Marseille, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas aujourd'hui plutôt, puisqu'on va parler de Roberto et de son parcours. Entretien, passion foot, et on y va. Let's go, cacao! Alors tout d'abord, je suis un peu écarté du cadre. Je vais déplacer la caméra, voilà. Et je vous lis tout ça. Donc déjà, une grosse pensée au sorcier belge Raymond Goethals qui est né le 7 octobre 1921. Il aurait donc 103 ans. Et donc bravo à toi pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille, Raymond Goethals. Et condoléances, non. Qui repose en paix et donc à toutes les personnes qui sont concernées, on pense fort à lui, le seul et unique entraîneur à avoir fait gagner la Ligue des Champions à un club français. Et oui, parce qu'il n'y en a qu'une. Allez, force à lui et force à tous ceux qui l'ont connu, les amis. Et on enchaîne derrière avec la jeunesse cette fois, avec le jeune Gaël Lafont qui est convoqué en équipe de France U19. Donc bravo à toi Gaël, si tu me regardes, n'hésite pas, abonnement, like, partage et le commentaire en dessous. On enchaîne donc bravo à toi et on enchaîne avec un autre jeune qui avait la réserve, donc avec la réserve de Jean-Pierre Papin. Ils ont gagné hier, donc dimanche, le match à 16 h contre Arziv, je ne sais pas comment on dit, bon bref, c'était un derby entre l'Olympique de Marseille et le GIA pardon, Arziv. Victoire 3-1 de l'OM réserve avec un doublé de Sidi Ali, l'attaquant qui nous a un petit peu dépanné l'année dernière de 28 ans. Voilà, donc un doublé, bravo à lui. Et un but encore de Robinho Vaz que vous voyez à l'écran, jeune attaquant de 17 ans qui enchaîne et qui marque son 4e but en 5 rencontres depuis le début de saison. Donc bravo à lui. Et pourquoi pas, comme je vous le dis, je vous le lance sur plusieurs vidéos, sur plusieurs lives. Pourquoi pas le voir dans pas très longtemps. Si nos deux attaquants, pardon, Mopé et Wai ne conviennent pas, pourquoi pas lancer un jeune derrière. Voilà, ou un autre, ou alors on peut mettre un autre joueur, hein, style Jonathan Roux ou quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est pas le sujet. Robinho Vaz, je voulais en parler. Et il y avait une page qui était intéressante du côté du magazine 1899 Hebdo. Je ne vais pas vous la lire, on va se concentrer sur Roberto De Zerbi. Pour la réserve, un petit point sur leur classement. Et après, on part sur l'entretien, vous inquiétez pas. L'Olympique de Marseille, 2. Et vous voyez, ils sont 2e avec 9 points. Comme les premiers Agde, donc 9 points en 5 rencontres, 2 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 10 buts marqués, donc 2 buts de moyenne par match, 4 buts encaissés pour 6 de différence de buts. Bravo à eux et j'espère que cette année, et qui monteront l'année prochaine plutôt en National 2 avec Jean-Pierre Papin toujours là aux manettes. Allez, on y va tout de suite les amis, sur quoi? Sur l'entretien qui vous intéresse avant tout et on y va. Let's go! Roberto De Zerbi. J'ai beaucoup de mal à penser à autre chose. À autre chose que quoi, pardon? Que le football. Et comme je vous l'ai dit, c'est sa passion. Le foot, le foot, le foot. Il travaille que pour ça et depuis qu'il est tout enfant. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit depuis qu'il est enfant exactement. Allez, on y va, let's go. Alors, l'interview s'est déroulée le 11 septembre. C'était avant le match contre Nice. C'était pendant la semaine. Et il y a eu un bel entretien qui va durer, je ne sais pas combien va durer cette vidéo, mais restez là, c'est plutôt pas mal. Donc, prenez votre temps. Si c'est le matin, prenez votre petit-déj en m'écoutant. Comme ça, vous... Et ouais, je disais donc, prenez votre temps, prenez votre petit-déj. Je ne sais pas combien va durer cette vidéo-là. Je me répète. Mais malheureusement, le son a sauté. J'ai parlé pendant 1 heure. La vidéo, elle a duré 1 heure et je recommence. Je vais essayer de faire plus
concis, plus rapide. Ouais, je ne vais pas m'étendre comme je l'ai fait dans la précédente lecture. On y va? Allez, j'enlève le casque. Et j'espère que ça fonctionnera. Allez, je me suis mis le micro en visu là pour voir si ça fonctionne bien. On y va, let's go? On y va, let's go! Ça fait 3 fois que je le dis et on y va. Alors, je suis entraîneur, pas modèle. Ce 11 septembre, venteux, où il ne reste déjà plus grand-chose de l'été, la séance photo a débuté 2 minutes plus tôt et Roberto De Zerbi, humour grinçant et mâchoire serrée, s'agace vite de devoir prendre la pause. Il n'aime pas trop les photos apparemment. J'ai dit la même chose tout à l'heure, il y a 1h30. Et il s'en serait bien passé, comme de l'interview d'ailleurs, pour laquelle il n'a finalement donné son feu vert 3 jours plus tôt. Mais il se détend vite une fois installé sur son siège au 2e étage du bâtiment administratif de la commanderie. Dans la salle où les recrues signent leur contrat, là même, où il a paraphé le sien en juillet pour 3 ans, à la surprise générale, le nouveau Messi de l'OM, au début plutôt avare en sourire. Malgré les supplications de notre photographe, devient loquace, parfois amical, alternant le vouvoiement d'usage et le tutoiement moins formel, n'éludant pas la moindre question, et il y en a beaucoup. Et oui, ça va être très long. Comme je viens de vous dire, la précédente vidéo que j'ai faite, eh ben, c'était 1 heure, 1h01 exactement. On va essayer de faire moins d'1 heure. On y va. L'entretien était censé durer 30 minutes, puis 45, mais pendant 1h05 chronomètre, et cigarette à la main, en main, De Zerbi a parlé de ses parents, a évoqué son enfance, sa carrière de footballeur, son parcours d'entraîneur, sa conception du jeu, son rapport à la victoire ou la défaite et sa responsabilité en tant que guide de l'OM. Et vous allez voir tous ces sujets-là que je viens de lire, eh ben, c'est le sujet qu'il aborde dans toutes les questions, avec des détails et même les objectifs et ambitions de l'OM, il les donne dans l'interview. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est très très intéressant. Une fois le dictaphone éteint, il demandera comment Marcelo Bielsa, qu'il admire, avait été traité par les médias durant sa saison Marseille. L'affiliation avec l'Argentine est évidente, malgré des styles sur le fond et la forme très différents, comme El Loco, le Bréchien est un idéaliste du football, un apôtre du beau jeu, a une réelle influence sur le jeu et un palmarès trop étriqué pour l'instant. L'OM aussi est en manque de titres. Et s'il ne promet rien, Roberto De Zerbi a bien l'intention de rendre ses lettres de noblesse à un club trop longtemps indigne de sa réputation. Entretien avec et sans filtre. On y va. Premier sujet abordé. Première question, premier sujet, selon comment on le voit, c'est le journaliste qui parle en gras. Voilà, vous voyez qu'il a marqué en gras, donc un peu plus foncé. Et les réponses en moins gras, bien sûr, de Roberto. On y va. Vous avez grandi dans une maison avec vue sur le terrain de votre premier club de foot à 500 mètres de la curva nord du stade Rigamonti avec un père qui était un ultra influent de Brescia. Vous aviez quelques prédispositions à aimer le calcio. Donc il lui demande s'il avait déjà quelques prédispositions à aimer le football. Le calcio, c'est le football. Donc son père était ultra, donc forcément il baignait dans le football. Et il nous répond Roberto. Je ne pouvais pas ne pas aimer le foot vu l'endroit où je suis né. Mon père est un fou de foot. C'était l'un des responsables les plus influents des clubs de la Tifoseria de Brescia. Donc, depuis tout petit, je l'accompagnais toujours au match. On peut dire que j'ai grandi à l'intérieur du stade et cela m'a suivi toute ma carrière. J'ai commencé le foot à l'Oratorio di Monpiano, je l'ai dit mieux que tout à l'heure, très tôt. Je ne me rappelle pas exactement à quel âge, mais j'ai toujours vécu avec un ballon près de moi. À la base, mon frère ne jouait pas au foot, mais je le mettais au cage parce qu'en tant qu'attaquant, j'avais besoin d'un gardien pour entraîner mon pied gauche. Sourire. Et on y va, il y a plein d'anecdotes sur son passage en tant que joueur, vous allez voir. À quoi a ressemblé votre enfance? Ma maman était institutrice, elle voulait me faire étudier. Mon papa, lui, m'a transmis sa passion pour le foot. Je les remercie tous les deux parce qu'une personne sans culture, sans instruction, sera en difficulté dans la société quand elle deviendra adulte. Si tu ne sais pas t'exprimer correctement, tu pars avec un handicap dans la vie. L'école, j'étais obligé de m'y impliquer et d'être sérieux pour rendre heureuse ma mère, mais pas seulement. J'ai vite compris que cela ou ça me servirait dans le futur. Et c'est vrai, parfois, les jeunes de maintenant oublient, ceux qui sont dans le football, je parle, ils oublient le bagage, institution, instruction, la tête, le mental, le QI. Voilà, ça fonctionne aussi en apprenant pas mal de choses, en apprenant à s'exprimer. Et on le voit, beaucoup de joueurs qui ont été intelligents en parlant avec un bon parler, eh ben, ils ont fait des bonnes carrières. Parfois, ça arrivait, souvent même. Je continue. Et je regarde mon micro, c'est bon. Quand vous étiez enfant, regardez-vous les matchs seulement en tant que supporter de Brescia ou aussi comme un observateur attentif du jeu? Les deux.
c'était un dédoublement permanent. J'étais Dr Jekyll et Mr Hyde. J'ai été trop vite. J'avais le côté supporter évidemment. Quand arrivait une rencontre importante de Brescia, dès le mardi ou le mercredi, et là on continue avec la page d'après. On commençait à préparer le match dans mon quartier avec les drapeaux, les banderoles, les torches, les fumigènes. Et ça, certains d'entre vous qui sont peut-être supporters qui vont au Vélodrome le connaissent. Dites-moi s'il y a un supporter, un ultra ou peu importe qui passe voir ma vidéo. Il n'y a pas de souci, tu peux dire ce que tu veux, n'hésite pas. Mais j'avais aussi un œil de joueur. Je voulais apprendre, donc je regardais à la télé la Coupe des Champions, comme on l'appelait à l'époque. Et je dirais même que c'était la Coupe des clubs champions, il me semble, hein, parce qu'il a à peu près mon âge. Il a un peu plus, il a 45 je crois, 45 ans je crois qu'il a eu. J'ai 43. Donc 2 ans avant, ça s'appelait encore Coupe des clubs champions, pas Coupe des champions. Il me semble que c'est Coupe des clubs champions. Il y avait le club, non? Dites-moi si je me trompe. Ensuite, le tifoso et le joueur sont allés dans la même direction. Dans tous mes clubs, quand j'étais sur le terrain, j'étais footballeur, mais aussi supporter. Je vivais ces aventures passionnément. Vous êtes supporter de Brescia, c'est entendu. Mais est-ce que d'autres équipes vous ont marqué durant votre enfance ou adolescence? Et il répond, un petit peu comme moi, non. Je supportais et je supporte encore Brescia. Voilà, moi j'ai supporté l'OM et je supporte l'OM. Je n'ai pas supporté d'autres équipes. Un petit peu comme vous, j'espère. Voilà, pas de footix ici. Voilà, je ne sais pas si c'est le terme exact qu'on peut sortir. Parce que l'amour pour un club ne disparaît jamais. En ayant été footballeur puis entraîneur, je n'ai pas le temps de suivre tous leurs matchs. Mais quand je peux, je vais au stade. J'ai encore beaucoup d'amis qui vont en virage. Tu ne peux avoir qu'une seule équipe de cœur et ça ne changera pas pour moi. Et c'est vrai. Mais je me suis attaché aussi à d'autres clubs durant ma carrière. À Foggia, il y a joué et y a entraîné. À Brighton, j'ai été très bien et j'ai eu de très bonnes connexions avec les supporters. À Napoli, Catania, Avellino, Benevento aussi. J'ai eu un bon rapport avec les gens à plein d'endroits durant ma carrière. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il a eu beaucoup d'attaches là où il est passé en tant que joueur, entraîneur. Mais le côté passionnel vraiment de suivre un seul club, s'ils doivent suivre un seul endroit, ça sera Brescia. Ce qui reste dans ton cœur, ça sera Brescia. Pareil pour moi, ça sera Marseille, l'OM. Comme vous. Je continue. On a entendu dire que vous retournez au stade Brescia. C'est en tribune avec des lunettes de soleil pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Et il nous répond, ça ne me plaît pas d'aller en tribune présidentielle en loge. Donc quand j'y vais, je me travestis un peu. Donc il ne fait pas, vous voyez ce que je veux dire, il ne fait pas du trottoir, hein, non. Il se travestit en mettant des lunettes, c'est tout, et une casquette. Avec des lunettes de soleil, une casquette au milieu des gens. Et oui, bien sûr, pour ne pas se faire reconnaître. On ne vous reconnaît pas? La question. Ils sont peu dans ce cas. Quand ils me reconnaissent, je leur dis de se taire. Chut, sinon je te tabasse. J'ai un rapport très étroit. Non, il sourit là, il dit pas sinon je te tabasse. J'ai un rapport très étroit avec ma ville. Je suis né là-bas, je fréquente Brescia. J'y ai tant d'amis, je suis toujours Roberto pour eux. Je veux qu'ils me traitent ainsi, pas comme l'entraîneur de Brighton ou de l'OM. Et je continue. Vous avez quitté la maison à 15 ans pour le centre de formation à l'AC Milan et vous n'êtes pas revenu depuis, sauf ponctuellement. Et il nous répond Roberto, pour son passage à l'AC Milan au centre de formation. Même si j'ai quitté la maison il y a tant d'années, je reste malgré cela profondément lié à ma ville. Il y a mon accent nettement brescian, que vous ne détectez peut-être pas parce que vous n'êtes pas italien, un accent qui ressemble à celui de Bergame. Mais ne mettez pas Brescia et Bergame dans la même phrase. L'Atalanta est notre plus grand rival, de très loin, sourire. Voilà, c'est le rival, l'Atalanta Bergame, de Brescia. Et ça me fait penser, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, que imaginons qu'il serait arrivé avant l'année dernière ou l'année d'avant, il aurait affronté Bergame l'année dernière, il aurait peut-être eu une dinguerie, il serait peut-être rentré sur le stade, il aurait tabassé des bergamasques. Non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il aurait peut-être dit des trucs pertinents qu'on aurait aimé d'entendre. Comment ça s'est passé à Milan, votre première expérience loin de chez vous? Lui demande le journaliste. Le Milan m'a donné la possibilité de devenir footballeur, d'acheter une maison à mes parents avec mon premier contrat. J'ai toujours gardé un sentiment de reconnaissance pour ce club. Pour Adriano Galliani, Silvio Berlusconi, Ariedo Breida, je connais un peu moins Breida, mais je connaissais les deux autres, les trois dirigeants les plus importants. En ce sens, le Milan sera toujours un club différent des autres pour lequel j'ai une affection particulière, comme Foggia qui m'a vu naître comme joueur et entraîneur. Donc il a une affection particulière pour l'AC Milan. C'est ce qui lui a permis d'avoir un peu d'argent, son premier salaire, pour acheter un petit peu des cadeaux à sa famille, une maison à ses parents, ici et là. C'est normal, ça marque l'histoire. Sa vie, ça marque même. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dit, il travaille pour le foot. Non, non, j'ai pas dit ça, il travaille pour le foot. Il vit tout le temps pour le foot. Voilà, c'est ce que je voulais dire au début de l'interview.
Tous les témoins interrogés nous ont parlé de vous comme d'un joueur fantaisiste et caractériel. Pouvez-vous développer et nous parler de votre profil? J'étais très exigeant avec moi-même, très exigeant envers mes coéquipiers et un emmerdeur avec mes entraîneurs. Je me suis souvent embrouillé avec eux. Mais j'étais sérieux, je donnais tout ce que j'avais. J'ai toujours vécu pour le foot et même si ma carrière n'a pas été de très haut niveau, je n'ai pas eu le parcours de Benassia, de Ravanelli, de Gattuso, mais ce n'était pas dû à la malchance. J'ai fait la carrière que je méritais sans avoir quoi que ce soit à me reprocher. J'ai fait le maximum. Il a donné tout ce qu'il avait, il n'avait pas juste la qualité qui n'allait pas, c'est tout simplement. J'ai été chanceux parce que ma seconde vie dans le foot m'a offert les satisfactions que la première ne m'avait pas données. Ce qui veut dire qu'en tant qu'entraîneur, ça a été bien mieux qu'en tant que joueur. C'est vrai que pour l'instant, il a un peu plus réussi, on va dire. Si tu donnes tout, tôt ou tard, tu es récompensé de tes efforts. Je n'ai pas été payé dans ma vie de joueur, mais en tant qu'entraîneur, j'ai ensuite atteint un palier bien supérieur à celui espéré. Une partie de mon travail est de gagner, évidemment, mais une autre partie est d'aider les joueurs à n'avoir aucun regret à leur retraite sportive. Les joueurs, ça me plaît de les faire progresser sur le plan de carrière, de la personnalité, de la technique, de la tactique, parce qu'en eux, je me revois moi avec un grand talent sans jamais avoir pu atteindre le très haut niveau. Donc, il n'a pas pu atteindre le très haut niveau, donc il voit la même chose auprès des joueurs qu'il voit, donc il veut les pousser au maximum, c'est ce qu'il veut dire. L'objectif est de faire progresser un Greenwood, Balerdi, Luis Enrique ou même un Harit qui est plus vieux. Harit qui a 27, 28, 29 ans, donc il a 27 ans, on le sait. Je ne sais pas exactement quel âge, 27 ans entre parenthèses. Il n'a plus le droit de refaire une saison sans inscrire 10 buts pour Amin Harit. Et oui, en début de saison, vous vous en souvenez, il avait dit il doit avoir des stats maintenant. C'est fini la rigolade. Je le pousse, je lui répète ça en permanence. Personne n'a jamais fait ça pour moi, donc je veux le faire avec mes joueurs. Donc, il veut pousser ses joueurs jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils peuvent faire le maximum. Et s'ils ne peuvent pas, bah, c'est qu'ils n'auront pas compris son message. Ils n'auront pas compris un petit peu l'idée de où il veut en venir. S'il les pousse au maximum, on aura le meilleur joueur à sa meilleure qualité. Je continue, les amis, et on y va tout de suite sur un autre sujet. Vous vous entraîniez parfois avec l'équipe première de l'AC Milan. Il me semble que vous avez fait une préparation complète de l'été 98. Et il coupe sec. J'en ai fait 3. Donc, pas une préparation, 3 préparations avec le fameux Milan de l'époque. Là, c'est les années 90. Mais il y avait quand même, c'était comment de s'entraîner avec Maldini, Boban, Baggio, De Sailly. Et là, il commence à prendre son petit vice. C'est quoi? C'est la cigarette, la clope. Je peux fumer? Ça ne t'embête pas? Donc là, il rentre dans le côté, peut-être que ça lui met un petit peu de tension. Et on y va tout de suite. Pas du tout. Ce fut une parenthèse déterminante dans ma vie. C'était un vestiaire de champion. D'abord comme être humain et ensuite comme joueur. Maldini, Baresi, Tassotti, Costa Curta, Boban, Savicevic. Ça fait tourner la tête hein, quand on est jeune, quand on arrive dans un vestiaire comme ça. Ouais, c'est vrai. J'ai essayé de leur piquer les trucs. Le talent, on ne peut pas le voler, c'est quelque chose de naturel. Mais le sérieux, le professionnalisme, la mentalité, on peut se l'approprier. Ce que je suis aujourd'hui est né avant Milan. Ce que je suis aujourd'hui est né avant Milan et on enchaîne. Mais a pris forme avec ses joueurs. C'était une période déterminante. J'ai compris la valeur de l'entraînement. J'ai compris que tu retrouves le dimanche tout ce que tu fais pendant la semaine. Tout de suite après une victoire, tu dois oublier car tu dois prouver ta valeur chaque jour. Je suis le fruit de cette période. C'est la vraie raison pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant envers le Milan. Ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas parce que tu gagnes un match, comme le match à Lyon, que derrière, il ne faut pas encore continuer le même travail. Un petit pic là pour tous les joueurs. Il paraît que vous fumiez quelques cigarettes après les entraînements avec Roberto Baggio. Sourire, surpris. Oui, c'est vrai, comment tu sais? Il lui demande. On a entendu ça. C'était une idole pour vous, Baggio? Oui, j'avais pour idole Roberto Mancini et Roberto Baggio. Et vous, pour vous, quelle est votre idole? Tiens, mettez-moi votre idole dans les commentaires. Et j'ai effectivement commencé à fumer avec lui. Je l'ai vu, il n'y a pas si longtemps, et on en a ri. L'être humain Baggio est encore plus beau que le footballeur. Et c'est difficile, hein. Parce que Baggio, c'était quand même quelque chose. Putain, j'ai plus à boire. Alors, attendez. Même si c'est du coca, c'est pas grave. Ça semble difficile, lui dit le journaliste. Donc, imagine donc à quel point c'était une belle personne, lui dit Roberto. On s'est rapprochés ces derniers temps parce que je suis devenu ami de son manager historique. Je regarde mon micro, c'est bon. On s'est revus et on a reparlé de ses cigarettes. Quand je l'ai rencontré à Milan, j'étais un gamin comme Sternal. On mangeait, on se changeait à part, tu transpirais quand tu leur serrais la main. Est-ce que Sternal, il a la main qui transpire quand il serre la main de
Je sais pas moi, Ulysse Garcia, je ne pense pas. Voilà, c'est pas la même chose que lui quand il a serré la main de Maldini et Ulysse Garcia. Il y a quand même un monde, voire un sport d'écart. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si Ulysse Garcia fait un bon match contre Angers. Voilà, j'ai cité peut-être le mauvais joueur, mais bon, c'est pas grave. Ça vous aurait plu d'entraîner un emmerdeur comme vous? Donc là, il va directement dans le vif, l'autre. Un emmerdeur comme vous, il le traite d'emmerdeur, même s'il avait dit avant. J'ai entraîné des joueurs similaires, nous dit Roberto. Et qui est ces emmerdeurs? Qui sont ces emmerdeurs? Qui? Boateng, pardon, je l'ai dit tout à l'heure comme ça, de la même manière. Kevin Prince à Sassuolo. Il sera là, d'ailleurs, pour OM Nice. Ah, d'ailleurs, je savais pas. Ouais, tout à l'heure, je l'avais dit la même chose, mais c'est pas grave. Pascal Gross, celui de Brighton. Christian Agnelli, mon premier capitaine à Foggia. Les joueurs de caractère me plaisent. J'aimerais en avoir 20 de ce bois-là, des gars sérieux, avec beaucoup de personnalité, un peu fous. Quand il y a un peu de folie, il y a de la sensibilité, de l'humanité. Ceux qui sont trop froids, trop détachés, j'ai du mal à trouver un feeling avec eux. Et je bois un petit coup. Attention, c'est du coca. Il se pourrait qu'il y ait un petit rototo qui sort. J'essaierai de l'enlever au montage. Ah, c'est bon, vous ne l'avez pas entendu. Votre caractère vous a donc aidé à gérer ce genre d'éléments? Oui, mais parfois je le paye. J'ai eu des embrouilles avec des dirigeants à cause de ça, avec quelques arbitres, des entraîneurs adverses, mais en restant toujours correct et respectueux. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il est quand même assez sanguin, on l'a vu, il est latin. Et derrière, on lui pose la question, vous n'avez pas tardé à prendre un carton jaune dès la deuxième journée contre Reims? Oui, mais je suis comme ça, nous dit Roberto. J'ai parfois du mal à me retenir. Les arbitres font leur travail, de temps en temps ils se trompent, de temps en temps ils sont bons. Je ne regarde jamais le nom de l'arbitre avant les matchs, je n'analyse jamais leur carrière, je n'en parle jamais à mon équipe. C'est un gage de confiance. Donc un gage de confiance, il fait confiance à l'arbitrage, mais quand l'arbitrage, il est comme... celui de Reims, je ne me rappelle plus, mais celui de Nice, par exemple, même s'ils n'avaient pas encore joué contre Nice, là, c'est normal qu'ils s'énervent. C'est normal qu'ils prennent des cartons. Voilà, tout le monde s'énerverait. Avez-vous rapidement songé à devenir entraîneur? J'ai commencé à y penser en 2010, nous dit Roberto. 2010. Ça fait 14 ans. Ma carrière était finissante. Il avait 31 ans à l'époque, donc, puisqu'il a 45. J'ai enlevé 14, c'est bon. Je n'étais pas bien physiquement à cause des nombreuses blessures. Et je ne voulais pas que les autres pensent ou disent que j'étais cramé. Donc j'ai arrêté avant d'entendre ça. Ayant dédié mon existence à ce sport, j'avais peur de prendre ma retraite, de vivre sans foot du jour au lendemain, de me retrouver en grande difficulté loin des terrains. 2 ans avant d'arrêter, je me suis allé visiter des entraîneurs. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma tête. Une fois que tout s'est terminé, j'étais prêt au fond de moi à commencer ma nouvelle vie. Mais il fallait tout de même comprendre si ce métier était fait pour moi ou pas. Et là, on a le début de l'ère De Zerbi, coach. On y va. Le De Zerbi Balls, les grosses balls. Jouer la Ligue des Champions à Cluj, gagner des titres, était-il la récompense d'une carrière passée dans les divisions inférieures italiennes? Et il nous répond Roberto. Ce fut une expérience magnifique. J'ai compris que le foot pouvait s'exercer aussi en dehors de l'Italie. J'ai rencontré des coachs portugais, notamment Jorge Costa, à qui il a pu prendre des préceptes, des concepts, peut-être des idées de Jorge Costa, qui m'ont ouvert l'esprit sur une autre méthodologie d'entraînement. Tout à fait. C'est aussi en Roumanie que j'ai commencé à penser à devenir entraîneur. Je continue. Pour caricaturer, un joueur doit surtout penser à lui. Un entraîneur doit réfléchir au bien-être de 25 personnes. La transition a-t-elle été facile entre joueur, quand il était joueur, il pensait à lui, à son bien-être, à sa santé, à le fait qu'il réussisse ou pas, à sa carrière, à son salaire ici et là. Et du côté d'entraîneur, tu penses aux 25 joueurs, à leur bien-être, à leur qualité, à ce qu'ils vont montrer sur le terrain, à les mettre en place, à leur apprendre des choses. Donc ça, c'est différent. Est-ce que la transition a été difficile? C'est ce qu'il veut dire. Pour moi, ce fut très facile, nous dit Roberto. Quand tu es joueur, tu dois suivre l'idée de ton coach. Une fois que tu deviens entraîneur, les joueurs doivent suivre ce que tu dis. Il n'existe aucun footballeur qui n'est pas un minimum égoïste. Ce qui veut dire par là, c'est que le footballeur pense d'abord à lui, d'abord. Et après, le coach ne pense pas qu'à lui. Il y en a certains qui pensent qu'à eux. Par exemple, Rudy Garcia, sur sa fin de carrière à l'OM, il pensait beaucoup à lui. J'ai pris un exemple comme ça. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais je le dis maintenant. C'est naturel. Mais l'égoïsme ne doit pas être négatif. Le collectif est composé de nombreuses individualités qui, si elles sont à 1%, créent une équipe. Je ne suis pas un entraîneur qui demande à un joueur. Donc ce qui veut dire, c'est comme un puzzle. Hein. Si tu mets beaucoup d'individualités qui sont bien et qui se comportent bien ensemble, ça ferait un bon puzzle. Un angle, en-dessous, tchac, tchac, tchac. Chacun son rôle. Vous voyez ce que je veux dire?
Tu dois d'abord penser à l'équipe, ensuite à toi. Personne ne pense d'abord à l'équipe, il doit penser à eux de manière positive pour donner de leur contribution. L'attaquant doit défendre, certes, mais jouer sa partition. Le défenseur doit défendre et construire le jeu. Je ne demande pas à Greenwood de faire ce que fait Balerdi, je ne demande pas à Balerdi de jouer comme Greenwood ou comme Wai. Chacun doit faire son travail et c'est à moi de les faire jouer ensemble dans le respect des règles, dans le respect du foot qui se joue à 11, dans l'acceptation que chacun a son caractère et son ADN. Ce qui veut dire, c'est que chacun a son profil. Voilà, je pars dans le profil, c'est le général, caractère, qualité de joueur, ici et là. Et chacun a un différent profil qui s'emboîte. Et si ça s'emboîte bien, au bout d'un moment, ça fait une belle équipe à 11 et on va gagner des trophées. Voilà, une Ligue des Champions dans 3 ans. Je l'annonce. Je continue. Vous avez commencé votre carrière en série D à Darfo, Bois-Rio, avec 2 nuls et 4 défaites. Donc ça commence par 6 matchs sans victoire hein, pour le pauvre Roberto. Sur vos 6 premiers matchs, notamment un 5-0 encaissé à domicile, puis une descente en fin de saison. Donc là, c'est vraiment, vraiment un bon début de carrière hein, qu'il a commencé là. Je rigole, hein, c'est ironique. 10 ans après, vous êtes un technicien influent en Europe. Comment expliquez-vous cette rapide ascension? C'est vrai que là, il est très haut. Il est à Marseille, donc le meilleur club français de loin. Et donc, il est quand même reconnu en Europe. Même Guardiola en pense du bien. Tout le monde en pense du bien de Roberto. Et il est influent puisqu'il arrive à, grâce à son aura, à attirer quand même quelques joueurs. C'est pas que lui, il y a le pognon aussi qui attire des joueurs. Mais il est aussi dans ce domaine-là. Après ce 0-5, je suis rentré à la maison en pensant que ce métier n'était pas fait pour moi. Ah, donc il a cogité indirectement. Ce 0-5 contre Seregno, un club amateur de... Et on passe à la page suivante. De la Provence de Monza en Lombardie, je n'ai rien compris. Mais l'équipe, qui était déjà en difficulté quand je l'ai prise, me suivait. Ce qui lui a permis de rester. Je ne me suis jamais exalté quand mes équipes gagnaient et jouaient bien. Mais l'inverse est vrai. Je ne suis pas parti en dépression quand elles perdaient ou jouaient mal. Je pense que les vrais protagonistes sont les joueurs. Donc ceux qui font le jeu, c'est les joueurs, bien sûr. Les entraîneurs peuvent être déterminants pour donner la bonne mentalité, l'organisation du jeu, l'enthousiasme, mettre les joueurs au bon poste. Mais les matchs sont gagnés et perdus par ceux qui sont sur le terrain. On peut aider aussi, oui, oui. On peut être important, oui. Mais à la fin, je ne crois pas que le résultat serait fondamentalement différent si on change l'entraîneur d'une équipe qui gagne la Ligue des Champions avec un confrère qui sort des poules. C'est vrai, hein. Parfois on dit le coach c'est le plus important, mais parfois si les joueurs sont soudés, tu peux mettre n'importe quel coach, ça va quand même fonctionner. Il n'y a qu'à voir par exemple la Coupe du Monde 2006, Domenech, pour vous, est-ce que c'est lui qui a fait le travail pour l'équipe de France? Je prends un exemple comme ça, hein, c'est celui qui me vient en premier en tête. Non, voilà, vous savez très bien qu'il n'a rien foutu. C'est plutôt les joueurs cadres comme les Zidane, les Makelele, les ci, les là. Voilà, donc Makelele était, oui. Oui. Dites-moi si je me trompe, je ne me rappelle plus. Mais Makelele, c'est le Real, mais il était là en 2006 ah, je ne suis pas sûr finalement. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Thierry Henry, Vieira et tout, machin. Allez, je continue. C'est la seule fois où vous avez pensé que vous n'étiez pas fait pour être entraîneur. Et là, il est ferme. Il répond fermement. Mais je ne l'ai pensé au fond de moi qu'une minute. Une seule minute. Donc attention. En réalité, j'ai compris que j'étais fait pour ça dès le premier jour où j'ai entraîné Darfo. Donc il était vraiment lancé sur sa carrière d'entraîneur. Donc il sait qu'il est fait pour ça. Il n'est pas fait peut-être pour footballeur, mais il est fait pour être coach. Vous n'avez pas répondu à la... Après, pas fait pour être footballeur, il a fait quand même une petite carrière. Hein. Ça n'a pas été plus ridicule non plus. Hein. J'ai jamais fait sa carrière qu'il a fait. Vous n'avez pas répondu à la question sur l'influence que vous avez gagnée en Europe. C'est vrai, il n'a pas répondu encore, en à peine une décennie. Plus que tout, je veux être important pour mon club. Je veux rester fidèle à mon histoire, ce que je suis depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Je ne veux pas trahir les personnes qui font le même travail que moi. Pas à Marseille ou à Brighton, mais avec les jeunes dans les catégories inférieures. Je ressens cette responsabilité et c'est plus important qu'être admiré ou étudié. Ce qui veut dire, c'est qu'il veut rester toujours dans le respect total. Hein. Voilà, donc il ne va pas déroger à la règle. Un de vos anciens joueurs, Guillaume Gigliotti, nous a confié que vous étiez persuadé de réussir au très haut niveau alors que vous étiez en Division 3 à Foggia. Pourquoi en étiez-vous aussi convaincu? Parce que j'ai toujours été sérieux dans mon travail. Il n'y a pas de maquillage, de trucage. Comme je travaillais à Darfo, je travaille à Marseille, soit 12, 13, 14, 15 heures par jour. C'est énorme. C'est énorme. En bossant ainsi, tu peux obtenir. Je suis désolé. Tu pourras obtenir ou tu obtiendras les résultats recherchés. Peut-être, parce que j'avais un autoto qui passait pas depuis tout à l'heure. Pas tout de suite, mais un jour. Et donc, j'avais précisé tout à l'heure, c'est vrai que quand tu travailles autant de temps,
tu es autant méticuleux, c'est un petit peu normal que tu aies des résultats. Voilà, comme vous êtes au travail, par exemple, vous travaillez 7-8 heures, vous n'arrivez pas à faire une tâche, je sais pas moi, emballer un truc ici et là, vous réessayez, vous réessayez, imaginez-vous, au bout de 7-8 heures, vous n'arrivez pas, et ben vous partez chez vous. Alors que lui, non. Il part pas chez lui, apparemment, il doit être très très pertinent sur les trucs, il doit faire un exercice qu'il ne comprenne pas, ben on fera 12, 13, 14 heures, 15 heures. Bon, après, s'il n'arrive pas au bout de 15 heures, il rentre à la maison, parce que sa femme, sinon, elle va l'engueuler. Je continue. Est-ce que la façon dont vous jouez vos équipes était votre objectif quand vous avez commencé à entraîner? Et il nous répond, je n'ai pas choisi le style que mon équipe devait développer. Les joueurs que l'on choisit avec le club reflètent ce que je suis. Tu ne peux pas dire aujourd'hui je joue avec ce style, demain avec un autre. Donc ce qui veut dire c'est selon ce qu'il a dans les mains, bien sûr. Le style est ce que tu es, ce que tu fais. C'est pareil pour les journalistes. Là, il met une petite pique aux journalistes, il va en remettre tout à l'heure. Il n'aime pas trop les journalistes, vous allez voir. Il y a ceux qui changent les réponses, donc en parlant des journalistes, peut-être certains de l'équipe, pourquoi pas, vu qu'on n'est pas sur l'équipe là, et retranscrivent comme ils en ont envie. Ce qui est incorrect, il y a les journalistes qui reportent les mots exacts de l'interlocuteur. C'est pareil pour moi, l'idée qui me guide, c'est ce que je suis comme personne avec toute mon histoire qui me précède. Voilà. Vous avez compris? Oui, mais Darfo, jouait-il avec les mêmes principes de jeu que l'OM? Il insiste. C'est incorrect de parler de style. Avec Darfo, on allait chez le premier du championnat et on essayait de gagner, de garder le ballon et de faire le jeu. On pouvait perdre, on pouvait gagner, mais ça reflétait ce que j'étais. Un gamin qui part de la maison à 15 ans pour aller à Milanello et pas à pas en jouant des coudes qui a progressé. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il veut s'imposer. Quand tu joues des coudes, tu veux t'imposer et il voulait s'imposer, peu importe à quelle équipe il a, mais selon les joueurs que tu as, tu joueras d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui veut dire plus ou moins, de ce qu'on comprend là. Dites-moi si je me trompe. Le foot est en perpétuelle évolution. Le jeu de possession était roi dans le sillage du Barça de Guardiola et de l'Espagne. Puis il y a eu la mode, toujours en cours, du contre-pressing à la Rangnick ou Klopp. Le pragmatisme règne sur la Ligue des Champions avec le Real de Zidane ou Ancelotti. Et la solidité défensive comme vertu cardinale fonctionne aussi ponctuellement comme pour le Portugal 2016 ou la France de Deschamps. Et il lui demande où situez-vous votre style de jeu dans les différents courants. Je situe mon style par rapport à mon histoire. J'étais un attaquant fantaisiste, mais je jouais avec des crampons en fer, pas avec des claquettes. J'étais numéro 10, mais je mettais de la personnalité, du caractère. Ça vient de mon enfance, de mon adolescence, en stade, en tant que supporter. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il veut jouer avec son propre style, avoir de la personnalité dans son style de jeu. Voilà, donc comme on le voit, les styles hybrides, ici et là. Donc je ne vais pas détailler le jeu qu'on prône, mais il va avoir son propre jeu. Et je pense de ce qu'il veut dire là-dedans, comme il avait dit avant, avec son passage du côté de Cluj, il prend par petites bribes comme ça à droite à gauche. Quand il a fait son entretien qu'on va voir tout à l'heure, on va parler de Guardiola. Avec Guardiola, il a pris un petit peu de Guardiola, un petit peu de Bielsa aussi peut-être un petit peu, à droite, à gauche, ici et là. Et derrière, il rajoute des choses à sa sauce. Voilà, il fait un gloubi-goubla, bla et il nous fait son style de jeu. Qu'on va découvrir peut-être un autre, peut-être dans pas longtemps. Je continue. La victoire de l'Espagne à l'Euro a semblé couronner une équipe totale, exceptionnelle avec le ballon, létale dans les transitions, bien aussi en défense. Est-ce que cette équipe vous a plu? Et il nous répond, j'ai pu regarder l'Euro cet été parce qu'on a beaucoup travaillé sur le mercato de l'OM avec le club à ce moment-là, mais oui, l'Espagne m'a beaucoup plu. Mais ils ont des joueurs de qualité, Olmo, Yamal et il réfléchit. Williams, on lui dit? Oui, Williams de l'Athletic Bilbao. Sans parler de Rodri et les autres. Les idées sont toutes belles, les idées sont toutes justes ou tout erroné. Donc ce qui veut dire, certes, l'équipe d'Espagne a bien joué, mais quand même, il y a quand même il y a de sacrés joueurs, je veux dire, dans cet effectif-là. Si on a ça à l'OM, bien sûr, bah, ça va être un peu plus facile de jouer avec des joueurs qui sont à l'aise techniquement, qualitativement, on va dire. Je continue. Les deux meilleures équipes du monde, Manchester City et l'Espagne, comptent le fantastique Rodri dans leur rang. Est-ce que vous voyez Højbjerg comme votre Rodri pour occuper ce rôle de maître du jeu au milieu de terrain? J'en ai déjà parlé, moi j'avais dit ce domaine-là, c'est notre métronome, notre régulateur, et on va voir ce qu'il nous dit. Højbjerg est une valeur ajoutée pour l'OM, nous dit Roberto, pour son sérieux, son professionnalisme, son niveau de jeu. Il peut tout faire avec ses caractéristiques. Mais il n'y a pas que lui, je pense à Kondogbia qui a été bon, à Rongier qui va revenir, donc là il n'était pas encore revenu, n'oubliez pas que c'est le 11 septembre cette interview. Le milieu est la partie du terrain la plus importante, celle qui te fait bien sortir le ballon, te donne l'équilibre. Et là j'avais précisé tout à l'heure, c'est vrai que quand on y regarde bien, notre milieu est celui qui est le plus sûr. C'est-à-dire dans le sens où il y a du vécu.
qualité qui est sûre. Par exemple, Hojbjerg, on sait c'est un joueur de qualité qui a du vécu. Il a déjà été très haut niveau. Rabiot, c'est pareil. Kondogbia, degré moindre, s'il n'a pas ses blessures, c'est un très bon joueur, on ne va pas dire le contraire. Rongier, degré moindre. Par contre, Rongier, degré moindre, il arrive d'un club moyen, Nantes, et il arrive chez nous. Il a certes fait des matchs de Coupe d'Europe, il n'a pas été en sélection, mais c'est un joueur, voilà, degré moindre, on va dire. Mais quand même, on a de l'expérience, du vécu et des joueurs qui sont déjà terminés. À contrario de nos attaquants, de nos défenseurs, pourquoi pas à signaler. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, nos attaquants et nos défenseurs. C'est juste que c'est très important, c'est l'endroit le plus important pour lui, c'est le milieu de terrain. Voilà, le secteur le plus important pour Roberto, le milieu de terrain, c'est là où on construit le jeu. Et oui. Ah, je continue. Vous n'êtes là que depuis 2 mois et demi et on ressent déjà nettement votre style de jeu. Comment expliquez-vous cette rapide métamorphose? Et il nous répond, c'est grâce au club, Roberto, qui nous dit qui a fait un très bon mercato, le club. Et c'est grâce aux joueurs qui, du 8 juillet au 11 septembre, ne sont pas relâchés une seule moitié d'entraînement. Et je passe à l'autre page. J'aimerais que les gens, donc vous, aient conscience qu'outre leur qualité footballistique, nos joueurs sont très sérieux. Je ne sais pas où l'on sera en fin de saison, je ne sais pas si l'on pourra gagner des titres, mais une chose est sûre, tous les joueurs, ceux qui étaient déjà là et ceux qui viennent d'arriver, ne s'économisent pas et travaillent sérieusement. Cela, ça s'apprécie encore plus que le résultat. Donc ce qui veut dire, c'est que même les joueurs qui sont partis, je l'avais dit tout à l'heure, les Verretou, les Unai, les autres qui étaient là par le passé, j'ai oublié des joueurs, Klose peut-être, ben, ils étaient sérieux. À moins que Klose, non, je ne sais pas s'il a vraiment connu, mais bon, c'est pas grave. Je continue. Vous avez dit que les joueurs faisaient gagner les matchs, mais généralement, les équipes se transforment à chaque changement d'entraîneur. Les observateurs, les journalistes ou les supporters ont d'ailleurs tendance à donner une énorme part au coach dans la réussite d'un club. Qu'en pensez-vous? L'entraîneur a le pouvoir d'aiguiller le club dans le mercato et à se faire suivre. Il y a des coachs exceptionnels dans ce domaine. Antonio Conte et José Mourinho sont les 2 meilleurs. C'est un mérite, pas une chance. Ils ont gagné cette crédibilité. Ensuite, l'entraîneur a la responsabilité de donner une organisation, une langue commune à tous, de l'enthousiasme, doit faire croire aux objectifs. Mon discours ne signifie pas qu'il faut enlever la responsabilité à un coach. Les responsabilités me plaisent, mais en Italie, on dit l'entraîneur a gagné, l'entraîneur a perdu. Je connais l'importance de cette fonction, mais parfois les joueurs passent au second plan à tort. Ce sont eux les vrais protagonistes et c'est juste qu'il en soit ainsi. Donc ce qui veut dire, quand il y a des matchs qu'on ne réussit pas, il faut aussi regarder le contenu du match. Si les joueurs n'ont pas écouté ce qu'il a mis en place, qu'il veut les mettre en place et qu'ils ont été dégueulasses dans leur qualité par rapport à avant, par exemple un Hojbjerg contre Angers, voilà, je vais dire ça, ou d'autres joueurs, eh ben, c'est pas que le coach qu'il faut taper dessus. C'est aussi parfois les joueurs. Voilà, pour ceux qui diraient encore De Zerbi out. Voilà, j'en ai entendu déjà. C'est fou, c'est fou. Voilà, laissons-lui le temps un petit peu à De Zerbi. Et pourtant, moi, je l'ai critiqué, mais avec des arguments. Avec des arguments, pas comme ça, comme un benet. De Zerbi out, on n'a pas gagné contre Angers. Bah, ça arrive dans une saison. La saison est longue. Voilà, on aura le temps de se rattraper si on doit se rattraper. Si on n'arrive pas à se rattraper, c'est qu'on n'aura pas eu le niveau et on dira, ben, finalement, on y croyait, mais on n'y croit plus. Hein. Tout simplement, on n'a rien fait. Mais j'espère, hein, j'y crois encore. Moi, je touche du bois. Hein. Je veux quelque chose cette année. Je ne sais pas combien de matchs vous avez vu à de l'OM la saison dernière, pardon. Mais des joueurs comme Luis Enrique, Amin Harit ou Quentin Marlin ne sont plus les mêmes. Quelle est votre part de mérite dans leur métamorphose? Je ne sais pas. Je n'étais pas là et il ne serait pas correct de ma part de parler de quelque chose que je n'ai pas vécu de l'intérieur. Je sais juste que ce sont 3 très bons joueurs. Je suis très content d'eux. Tous les 3 peuvent et doivent s'améliorer. Merlin doit progresser en phase défensive. Le but à Toulouse part d'une mauvaise lecture de sa part. Donc le but qu'on prend à Toulouse avec le 3-1 qu'on a fait à Toulouse, le but que Rouli sort de sa surface, il se fait dribbler et on pensait on a tout mis sur Rouli. Finalement, De Zerbi, mais plus la faute sur un Quentin Merlin qui a mal lu le jeu. Il a peut-être été aspiré par le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vachement offensif, Merlin, avec le jeu de De Zerbi, et peut-être que c'est ce qu'il va dire derrière. Écoutez. Parfois, il doit être un peu plus patient, ne pas trop être attiré par le ballon. Donc effectivement, il a été attiré par le ballon et il était un petit peu trop peut-être devant. Harit, comme je le disais, doit marquer au moins 10 buts pour que sa saison soit réussie. Si ce n'est pas le cas, il aura un exercice en dessous de ses capacités. C'est vrai que Harit,
des qualités quand même énormes de conduite de balle, de contrôle, de technique. Il peut faire la différence. Il y a juste ce côté QI au dernier moment. Je pense que c'est par rapport au QI footballistique, j'arrive pas de l'appuyer dessus. Mais parfois, la passe, il l'a fait au mauvais endroit ou au mauvais moment ou trop forte. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque un petit peu de précision pour la passe. Même si ça réussit un peu mieux depuis quelques temps. On va dire il a quelques passes décisives l'année dernière et cette année, je crois qu'il en a quelques-unes. Mais dans le but, voilà, dans le but aussi, il doit en marquer des buts. Il doit avoir des stats cette saison. C'est ce qu'il dit Roberto. Et Luis Enrique doit devenir un joueur complet. Mais c'est un exemple à suivre à l'OM. Il est sérieux en parlant de Luis. A des qualités, est un patrimoine pour le club et est fiable. Il peut bien ou mal jouer, mais pour faire la comparaison avec une voiture, il ne te laissera jamais finir la route à pied à cause d'une panne. Ce qui veut dire qu'il ne te lâchera jamais. Donc Luis Enrique, il fera tous les efforts qu'il puisse faire. Comme à Lyon. À Lyon, on est tous d'accord pour dire que Luis Enrique, offensivement, il n'a pas pesé, mais derrière, il a énormément apporté. Dans le sens où il a aidé sa défense. Quand on était à subir contre Lyon, à 10 contre 11, eh ben, il était là, Luis Enrique. Voilà. Après, bon, là, le dernier match contre Angers, c'était pas terrible. À Strasbourg non plus. Je continue. Alors, pardon, excusez-moi, j'en étais où? J'aimerais avoir beaucoup de garçons avec sa mentalité, à Luis Enrique. Et on commence à en avoir pas mal. Højbjerg, Mopé, Greenwood, Cornelius, Balerdi, Murillo, Kondogbia, Rongier, Rouli, Delange. C'est la qualité la plus importante pour un entraîneur. Quand tu t'assois sur le banc avant un match, tu peux perdre ou gagner, mais cazzo, testa di cazzo, pour ceux qui connaissent, ces joueurs-là ne te laisseront pas sur le bord de la route. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ne vont pas l'abandonner. J'espère. Vous avez gagné 5-1 à Brest et concédé un nul 2-2 contre Reims au Vélodrome alors que vous avez eu beaucoup plus d'occasions contre Reims qu'à Brest. Est-ce que cette imprévisibilité du résultat dans le foot, unique dans ses proportions dans le sport collectif, vous fascine ou vous énerve? Est-ce que ça vous énerve parfois, par exemple, de dominer une rencontre et de ne pas gagner? Ou alors est-ce que ça vous fascine parfois de ne pas gagner alors que vous avez dominé? Et il nous répond, je l'accepte. Donc il accepte quand même. Parce que c'est le football. Le maquillage dans le foot, c'est le résultat d'un, 2 ou 3 matchs. Mais il n'y a pas de maquillage dans le résultat d'une saison ou d'une carrière. Tu mérites ce que tu obtiens à la fin dans le bien ou le mal. J'avais mis une petite pique à Payet tout à l'heure, je ne la remets pas. Donc Payet, je te souhaite de gagner un trophée. Tu peux tout bien faire. Si tu manques des occasions et que les autres font 2 tirs et marquent et ils gagnent. Tu peux tout bien faire si tu manques des occasions et que les autres font 2 tirs, ils marquent et ils gagnent. Donc ce qui veut dire, c'est que tu peux tout bien faire, dominer, avoir plein d'occasions, et les autres font 2 tirs et ils gagnent quand même. Voilà, le résultat est mauvais, mais le contenu est bon. C'est ce qu'il veut dire. Mon papa disait, si tu te comportes bien, tôt ou tard, tu en récolteras les fruits. Oui, c'est une expression connue, ça. C'est à ça que ça sert de bien jouer. Ça crée les conditions idéales pour gagner. Tu peux perdre 1 ou 2 fois, mais sur le long terme, tu es gagnant. Si tu joues au casino, tu gagnes 1 fois, tu perds 1 fois, mais si tu es sérieux au quotidien, que tu es fiable, que tu comportes bien, le vent tournera en ta faveur. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, la façon qu'on a de jouer, d'être dominateur, d'avoir la possession, de toujours vouloir faire le jeu de notre façon et à notre sauce, de ne pas attendre l'adversaire, au bout d'un moment, ça va payer. Au bout d'un moment, quand ils comprendront, quand ils mettront bien en place, ça sera vraiment intégré dans les joueurs qui auront la qualité pour l'adapter sur le terrain, on gagnera plus de matchs possibles et pourquoi pas on sera récompensé par un trophée. La Ligue 1, j'y crois. Vous jouez au casino? Non, mon seul vice c'est ça. Et il montre sa clope, sa cigarette, sa cigachite. Avec votre schéma hybride, il peut y avoir un battement de quelques secondes à la perte de balle où l'équipe peut présenter des faiblesses. Est-ce le prix à payer pour avoir une supériorité constante avec 4 joueurs dans l'axe du milieu de terrain? Ce schéma hybride est la clé pour avoir le plus de contrôle possible d'un match, nous dit Roberto. Pour avoir ceci, tu dois avoir beaucoup de joueurs dans la zone où est le ballon. Pour avoir le plus de joueurs possible dans cette zone, tu dois faire des passes courtes. A l'inverse, des passes longues veut dire occuper le terrain avec une grande distance entre les joueurs. Là, quand tu perds la balle, tu n'es pas prêt. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il veut qu'on soit assez compact, qu'on soit avec des passes courtes. Bon, bien sûr qu'on ait la possession de balle pour être protagoniste dans le jeu, qu'on soit nous à faire le scénario de la rencontre, qu'on soit dominateur. Et par contre, à contrario, si tu joues long, tu auras des espaces entre les joueurs parce que si tu joues long, c'est que tu cherches un joueur. Il y aura un espace entre les deux et il y aura les contres derrière. Voilà, je te dis entre deux, mais si c'est tout l'effectif qui est écarté, au bout d'un moment, tu vas te faire trouver dans tous les sens.
Donc il faut qu'il reste compact. À la limite, bien sûr, comme on a vu avec le but à Brest, par exemple, qui me revient en tête, ou certains buts qu'on a mis en début de saison, c'est surtout avec des espaces, et c'est en changeant d'aile parfois qu'on a réussi à prendre ces espaces. Voilà. C'est en se créant des espaces. Grâce à notre style de jeu pour aspirer l'adversaire ici et là. Je continue. En Ligue 1, les équipes qui ont la possession et dominent peuvent être punies en contre-attaque. Une phase de jeu dans laquelle les formations les plus faibles du championnat excellent généralement. Est-ce le danger pour cet OM? C'est l'un des plus grands dangers, oui. Il y a aussi des façons d'éviter ces contres. Mais si tu veux les commandes du match, tu prendras des buts uniquement en transition. Si tu veux éviter les contres, tu laisses le ballon à l'adversaire. Ça dépend de qui tu veux être. Donc si tu veux être dominateur avec le ballon et faire le jeu de toi-même et prendre parfois des contres, malheureusement, ça va arriver. C'est ce qu'il veut dire. Et par contre, si tu veux être dans l'autre sens, laisser le ballon à l'adversaire, et faire le jeu des adversaires, soit tu vas jouer en contre ou en transition rapide. Après, ça dépend comment tu mets en place, le marquage ici et là. Mais ça va être un jeu totalement différent. Et nous, on n'attend pas ça. Nous, on ne veut pas un jeu de cette manière-là. Voilà, on ne veut pas un jeu à ne pas avoir le ballon, à se faire dominer par un je ne sais pas qui, quoi. Voilà. Je continue. C'est pour ça que dans votre façon de voir le foot, votre équipe défend avec le ballon? Oui, c'est ma façon de voir le foot et de voir la vie. J'étais attaquant, je voulais le ballon, être près de la surface adverse, pas à 80 mètres du but. Quand la balle m'arrivait en l'air, ça m'embêtait. Je n'étais pas Tony Cascarino, donc il n'était pas très grand et il ne pouvait pas jouer le jeu de la tête, ce qui veut dire. J'avais d'autres qualités, donc peut-être dans les papates. Et je les ai gardées en moi quand je suis devenu entraîneur. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il veut avoir des joueurs peut-être qui jouent balle au pied. Pas forcément le kick and rush. Voilà. Bon, là, c'est vraiment les gros écarts. Hein. Kick and rush, ça n'existe presque plus. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le jeu long pour casser les lignes, pour jouer par-dessus les lignes. Et pourquoi pas trouver en profondeur. Parfois, ça peut arriver. Ou alors jouer le jeu aérien sur les attaquants qui sont grands. Mais lui, il veut mettre un jeu en place. Voilà, qui soit court, comme je vous l'ai dit, pour jouer dans les pieds. Et pour que les attaquants comme Wai ou Mopé aient les ballons dans une bonne disposition. Pas forcément toujours en l'air à 3 mètres de haut. Voilà, parce qu'il a été attaquant, il connaît un petit peu. C'est un ancien joueur, n'oubliez pas. Peut-être n'aimez-vous pas les comparaisons, mais le jeu développé lors des 3 premières journées ressemble en partie à celui de l'OM de Sampaoli, et c'est vrai. Avec plus de verticalité et d'occasion toutefois. Êtes-vous d'accord? Dites-moi si vous êtes d'accord. Sampaoli est un grand entraîneur. La comparaison me fait donc plaisir, j'ai vu quelques matchs de son OM, surtout parce que j'ai étudié au moment où j'ai failli signer à Marseille avant Tudor ne vienne. Gerson, Guendouzi, Saliba, Payet, l'attaquant de la Juve, Milik. Donc apparemment, il devait venir à l'époque de Tudor. Voilà, ça aurait été pas mal. Il aurait peut-être affronté tout à l'heure, comme je l'ai dit, Bergame pour l'affrontement avec son rival quand il est supporter du Brescia. Donc ce qui veut dire Sampaoli, c'est vrai qu'il avait un jeu qui ressemblait un petit peu début de saison. On s'en souvient avec Sampaoli, on gagne 4-2 à Montpellier. On fait un match nul peut-être à domicile, je ne sais plus, contre Bordeaux, Saint-Etienne, je ne me rappelle plus. Non, Saint-Etienne, on gagne 3-1 et on fait 2-2 contre Bordeaux, un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça y ressemblait. Un jeu un peu foufou, on marque beaucoup de buts. On concédait quelques occasions quand même aussi avec Sampaoli. Mais ça ressemblait un petit peu les premiers matchs. Et après, ça a changé un petit peu. Il a pris de l'eau dans son vin, Sampaoli. Il a su se remettre en question. Et finalement, on termine très bien la saison avec ce fameux 4-0 contre Strasbourg. Je continue. Vous aimez beaucoup Marcelo Bielsa aussi. Vous avez fait un stage à Lille quand il était entraîneur. De l'entraîneur, j'apprécie sa méthodologie, sa manière de voir le foot, son travail durant la semaine. Il me plaît encore plus comme personne. Il est franc, vrai. C'est un passionné de foot qui a donné sa vie à ce sport. Les gens disent qu'il est loco, fou, mais c'est plutôt lui qui est lucide et les autres qui sont fous. Et c'est vrai, vous êtes fou de l'avoir appelé loco. Vous avez déclaré que le meilleur entraîneur de l'histoire était Guardiola, qui est devenu l'un de vos amis. Je rectifie légèrement. Je ne parle que de ceux que j'ai connus. Donc pour moi, il est le meilleur depuis que je regarde du foot. Donc ce qui veut dire, c'est qu'avant lui, il regardait peut-être pas le foot. Et donc il y a eu d'autres coachs qui sont peut-être meilleurs que Guardiola. C'est ce qui veut dire, sous-entend. Avant, je ne peux pas me prononcer, mais je ne suis pas le seul à le dire ou à le penser. À Barcelone, au Bayern, à Manchester City, dans 3 championnats différents, plus de gagner, il a mis en place un football qui, je pense, a exalté et foudroyé tout le monde. C'est pas faux. C'est pas faux, ça a été plaisant à Barcelone. Bon, parfois, après, sur la fin, on en commence à en avoir marre parce qu'ils étaient trop dominateurs. Au Bayern, même s'il ne gagne pas de Champions League, il a fait quand même du beau jeu. Il a fait quand même quelque chose. Il gagne des Bundesliga, il gagne des Coupes d'Allemagne, mais il ne gagne pas cette Champions League quand même avec le Bayern. Et à Manchester City, bah, il gagne tout, hein, finalement. C'est vrai. Quand vous échangez sur le foot, donc avec Guardiola, vous vous placez naturellement un peu plus à l'écoute ou vous avez une relation d'égal à égal. Donc entre deux, est-ce que De Zerbi parle comme si c'était d'égal à égal avec Guardiola ou pas? Non,
il est toujours le maître. Donc il fait comme ça. Maître, parlez-moi s'il vous plaît. Pep, Pep, est-ce que tu veux que je te fasse une Pep Je suis allé le voir en 2012, alors que je n'avais pas commencé à entraîner. Par-dessus tout, je ne peux pas oublier la manière dont il m'a traité, respecté. Il m'avait ouvert son bureau alors que je n'étais personne. Le respect que j'ai pour lui va bien au-delà de ses qualités d'entraîneur. Même si je voulais gagner lors des Brighton-Manchester City, il n'y aura jamais de compétition entre lui et moi. Entre lui et moi, il n'y a pas de liaison. Entre lui et moi, je le verrai toujours différemment qu'un autre coach. Par contre, Roberto, si tu me regardes, déjà, like, partage, abonne-toi et je vous mets une petite alerte. Tiens. Roberto, si tu tombes avec l'OM contre City, il faut les taper. Hein. Voilà, pas de respect total. Hein. Je veux qu'on les tape, qu'on leur fasse mal. T'as compris? Voilà, on gagnera la Ligue des Champions contre eux si tu veux. A-t-il vu jouer l'OM cette saison? Sourire, on se parle. C'est-à-dire que oui, il a dû voir jouer l'OM cette saison. Et pourquoi pas, il va venir l'année prochaine. Pourquoi pas? Coach, adjoint, Guardiola, de De Zerbi. Ça marcherait. Certains en Italie vous ont accusé de vous servir de vos postes pour vous mettre en valeur plutôt que gagner. J'ai appris à accepter les critiques, notamment celles de quelques journalistes italiens. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Il met encore une petite pique cette fois aux journalistes italiens. Peut-être tout à l'heure c'était pour les Français, voire italiens. Et il continue derrière encore. Écoutez. Vous avez toutefois admis dans une interview que certaines critiques vous faisaient souffrir. Donc ça a fait peut-être souffrir quelques paroles, quelques discours, quelques écrits de quelques journalistes, et on lit ça. Les journalistes, tant de fois, disent ou écrivent des choses sans savoir. Je regarde mon micro, c'est bon. Sans savoir. Ils doivent s'informer pour être corrects, pas avec moi, mais avec ceux qui les payent et les lisent ou les écoutent. Donc du respect les journalistes, de pacotille. Mais aujourd'hui, le métier de journaliste est ouvert un peu à n'importe qui. Et ça me fait penser, vous savez à quoi? Un petit peu, je vois beaucoup d'insiders, voilà, je dirais pas de nom, qui deviennent journalistes. Ils ont des cartes pro ici et là, directement. Voilà. Au bout de quelques mois sur Twitter ou autre réseau, ils font un petit peu de buzz ici et là, et puis ils sont journalistes. Voilà. Pas d'école, rien du tout, peut-être, je sais pas, en tout cas... Ça me paraît bizarre, quoi. C'est comme dans le métier de la sécurité, j'en vois pas mal qui passent comme ça, qui trépassent et qui n'ont aucune expérience, qui ne savent pas à quoi faire quand il y a une dinguerie qui se passe. Voilà, s'il y a un feu, ben il faut pas faire que les pompiers, il faut faire autre chose aussi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, l'expérience, le métier, ça s'apprend aussi. Et en Italie, tout le monde parle de foot, c'est comme ça. C'est comme ça. Et oui, en Italie, ça parle de foot. Alors attendez, je reviens là, c'est comme ça. Et on va lire ça encore. Hop, c'est la dernière page. On vous voit beaucoup bouger devant votre banc pour dicter le tempo à vos joueurs. Est-ce que votre but est qu'ils atteignent une autonomie quasi totale, à savoir qu'ils décident eux-mêmes quand presser intensément, quand confisquer le ballon, quitte à le faire tourner bas, quand être plus verticaux? Donc là, c'est la question pour les joueurs. Est-ce que vous voulez qu'ils se débrouillent tout seuls? Est-ce qu'ils doivent se débrouiller tout seuls? Bah oui, forcément. Oui, oui, ça serait la perfection. Je veux qu'ils décident, pas qu'ils se disent de moi sur le terrain. Que voudrait-il que je fasse? Voilà. Par exemple, tu as un joueur sur le terrain, un Enrique. C'est le premier qui me vient dans la tête. Ou un ouais. Le premier, c'est Enrique quand même. Enrique, on le sait très bien, il hésite souvent. Il hésitait souvent. Début de saison, ça allait mieux. Là, ça va un peu moins bien. Mais quand il arrive devant la défense, il doit se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse exactement, le coach? Bon, je reviens en arrière. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut qu'ils réfléchissent d'eux-mêmes, que ça vienne tout seul. Quand ils comprennent le jeu de Zerbi, qui va prôner, qui prône, et ben au bout d'un moment, ça sera inculqué, mais il rajoutera sa petite touche personnelle, le joueur. Il sera obligé de réfléchir par lui-même. Donc, par exemple, Luis Enrique, il arrive dans une situation la même, il est sur son couloir, côté, il a un joueur face à lui, au lieu de dire qu'est-ce que je fais, il tente quelque chose. Un petit drill, passement de jambe, petit pont, grand pont, ou alors un centre direct, sans passer devant le défenseur, ou alors il le contourne et il centre derrière, ou alors il repique dans l'axe directement, il le trompe avec un petit dribble, avec l'extérieur pied droit, il frappe dans le lucarne, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors il tente un 1-2 contre Nice. Ça, c'est bien. Il a pris la responsabilité, Enrique, contre Nice. Petit 1-2 avec Harit en dehors de la surface. Il lui remet, bam, frappe, lucarne. La responsabilité, le QI. Voilà, le QI, le cerveau. Que se passe-t-il dans votre tête pendant 90 minutes? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas terminé la phrase. Chaque joueur doit savoir ce qu'il doit faire. C'est exactement ce que je viens de dire, mais toujours dans le collectif. Pour le collectif, on fait du foot, pas du tennis. Ok? Que se passe-t-il dans votre tête pendant 90 minutes? Durant les matchs ou les entraînements, je suis sur un nuage, je me détache de tout, je suis uniquement focalisé sur ce que je vois, comme comment aider les joueurs à être productifs. Et on l'a vu, hein, sa réaction un petit peu avec de la ferveur sur le but contre Angers, dans le live d'hier que j'ai supprimé parce que c'était un test. On l'a vu, hein, il était vraiment un petit peu foufou quand même, mais ça fait plaisir.
Vous réussissez à décrocher parfois ou vous êtes entraîneur 24 heures sur 24? J'ai beaucoup de mal à penser à autre chose. Peut-être que mon cerveau est trop petit pour faire deux choses à la fois. C'est déjà difficile d'en faire une. Le foot prend une très grande partie de mes journées et ce n'est pas seulement une histoire de terrain ou de jeu. Je pense que je m'occupe de tactique uniquement 20 ou 25% de mon temps. Cette semaine, par exemple, les joueurs internationaux rentrent de sélection. Certains reviennent d'un voyage long. Est-ce que je donne à celui-ci un jour de permission en plus? Est-ce que je le fais revenir et le laisse s'entraîner à part? Comment préparer le match avec l'effectif complet sur un seul entraînement, pardon? Quelle charge de travail infligée aux internationaux? Certains ont joué un match de 90 minutes, d'autres deux. Il y a tellement de choses à gérer. Et oui, chaque profil est différent. Quand ils reviennent des matchs internationaux, par exemple, je vous cite un Rabiot, ça sera totalement différent, par exemple, d'un Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, avec la sélection suisse, il y est, mais est-ce qu'il aura du temps de jeu? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y en a un qui est au-dessus de lui. Mais par contre, Rabiot, quand il va être avec l'équipe des Bleus, pas cette réunion-là, les autres matchs d'après, quand Deschamps va le rappeler, eh ben, il sera titulaire ou pas loin. Donc il aura peut-être 90 minutes ou 180 minutes dans les jambes pour deux matchs. Et derrière, De Zerbi va réfléchir différemment pour Garcia, qui n'aura pas eu de temps de jeu, par rapport à Rabiot. Donc Garcia reviendra, il va se dire « Ouais, moi je reviens de sélection ». Il fait « Mais écoute, t'as joué combien de minutes? Attends. Ah bah, le chrono n'a pas tourné, mon petit Ulysse. Donc ce que tu vas faire, tu vas me faire 10 tours de terrain déjà, directement. Et à donf. Et derrière, Rabiot va arriver. Et il va dire, bon, Rabiot, lui, il est toujours envie de jouer. Il va faire, bon, chef, qu'est-ce qu'on fait? Et De Zerbi, il va dire, écoute, ce que tu vas faire un peu de soin. Et tu me reviens dans une demi-heure, une heure, quand tu seras bien prêt. Ok? Pas de souci. Allez, vas-y, mon petit Rabiot. Adrien. Ouais, et l'autre, il court, comme un con. Allez, je continue. Ouais, totalement différent pour chacun des joueurs. Un entraîneur dort-il bien? Il pose la question. La victoire ou la défaite n'ont rien à voir avec ça. Moi, je dors bien quand j'ai la conscience tranquille. Donc, s'il a fait ce qu'il fallait, s'il n'a rien à se reprocher, il dort tranquille. Et à Marseille, je dors bien parce que je pense qu'on fait les bonnes choses, ou les choses très bien plutôt. C'est ma 11e année d'entraîneur. Donc, dans 3 matchs, pardon, j'en serai à 400 rencontres sur le banc. Donc là, c'était avant le match contre Nice. Donc, il a fait Nice, le déplacement à Lyon, déplacement à Strasbourg, dans 3 matchs. Donc contre Strasbourg, c'était son 400e match. On ne lui a pas fêté à Roberto. Donc Roberto, je te souhaite un bon anniversaire du 400e match. Malheureusement, tu l'as perdu ce 400e match. C'est vrai, c'est le match à Strasbourg. Ça tombe mal. Allez, je continue. Je ne suis pas un jeune premier. C'est l'une des années où on travaille le mieux. Et je ne parle pas que de moi, mais aussi du staff, des joueurs, du club, de tous ceux qui gravitent autour. J'ai de grandes motivations personnelles et je suis très bien ici. J'ai choisi de venir et je suis convaincu d'avoir pris la bonne décision. Il y a les conditions pour bien faire. Et je continue. En dehors du foot et des cigarettes, il paraît que vous aimez bien la musique des artistes comme Vasco Rossi, je ne connais pas, hein. Dites-moi si vous connaissez, et Coldplay. Oui, la musique est importante pour moi. Comme le foot, la musique fait rêver. Vous êtes un rêveur? Oui, je rêve beaucoup de foot. Je me fais des films dans ma tête. C'est aussi parfois la raison de mes embrouilles avec les clubs. Quand quelqu'un se met entre moi et mon rêve, attention. Pas un rêve infaisable, l'autre Roberto apparaît. Donc c'est-à-dire que si on se met à travers son chemin et qu'on voit que le titre est faisable en fin de saison, hein, j'oublie pas ces personnes-là qui ne pensent pas au titre. Ouais, je parle pas de vous, hein. Mais attention à ceux qui feront chier Roberto. Il deviendra le Mr. Hyde. Je continue, on va atteindre l'heure hein, finalement. Vous avez rêvé ces dernières semaines de gagner le championnat? J'ai rêvé avant d'arriver à Marseille. Je me suis imaginé plein de choses. Ce n'est pas une question de victoire, la victoire ne me fait pas rêver. Ce qui me fait rêver, c'est de rendre l'enthousiasme à une ville, de redonner de la passion. Redonner la passion. La passion des trophées surtout. Dans le foot, il se crée, entre joueurs, employés, supporters, une magie qui va au-delà du résultat. C'est ce que j'ai vécu à Foggia, à Naples, à Catane, ce qui s'est passé à Brighton quand on s'est qualifié pour la première fois de l'histoire en Coupe d'Europe. C'est une chose impensable de les emmener en déplacement sur tout le continent. C'est ce qui s'est passé le soir de Brighton OM quand on a terminé premier de la poule et que les joueurs sont allés fêter le résultat dans les tribunes. On s'en souvient, on a perdu 1-0 avec le but dans les dernières secondes, dernières minutes de João Pedro, je crois, je ne me rappelle plus l'attaquant. La Ligue Europa, on ne l'a pas gagnée. Mais ce soir-là, ça reste en nous, comme quand on a battu Manchester United 3-1 à Old Trafford. Quand on a mis 3-0 à Arsenal, avant de réaliser tout ça, tu dois en rêver la nuit. Pas seulement l'entraîneur, les joueurs aussi. Ce qui veut dire, c'est que quand tu rêves parfois, ça se réalise, tout simplement. Et il faut se faire du bien. Je parle pas d'autre chose, mais il faut se faire du bien aussi. Se faire du bien, ça te rend mieux aussi. Ça te rend mieux dans ta condition. Tu te sens bien,
Tu réalises peut-être des choses que tu n'arrives pas quand tu te sens mal. C'est tout simple. Un contrôle, une passe, une frappe. Voilà, tu te sens bien. La frappe que tu vas mettre, elle va partir direct, ficelle. Alors que tu te sens mal, hop, la frappe, hop, le poteau. Ah merde. Pourtant, je l'ai bien tiré. Eh ben non, parce que tu te sentais bien. C'est mieux. Seriez-vous là aujourd'hui si le tirage au sort de... Je dis n'importe quoi peut-être, mais dites-moi hein, si je dis n'importe quoi. Seriez-vous là aujourd'hui si le tirage au sort de la Ligue Europa n'avait pas placé l'OM et Brighton dans la même poule l'année dernière? Oui, parce que je voulais venir à Marseille il y a 2 ans. Pablo le sait, sourire. On ne s'est pas mis d'accord, mais on ne s'est pas parlé directement. C'était une discussion à travers des intermédiaires. Et on a pris Tudor. Et d'ailleurs, je vous ai posé une question tout à l'heure, dans la première vidéo. Je vous la repose maintenant. Tudor, est-ce que vous avez aimé le passage de Tudor? Est-ce que vous avez... Voilà, le mot que j'ai cherché, oui, le vibrer. Est-ce que vous avez vibré dans cette saison-là? Prenez pas en compte la défaite face à Annecy. Prenez pas en compte la fin de saison en queue de boudin ou en nœud de boudin, je ne sais pas comment on dit. Prenez en compte le total, la complétude de l'année Tudor. Est-ce que vous n'avez pas vibré? Dans le sens où il y a eu certains matchs, le match contre Paris, certains autres matchs peut-être, je ne m'en souviens pas, mais donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez eu un petit peu de vibration? Les supporters attendent un titre depuis 2012. Et justement, on va vibrer quand il y aura un titre. Hein. Je te le dis, ça va péter. Il vous manque un trophée majeur à vous aussi. Même si vous avez gagné une super coupe d'Ukraine, c'est le bon moment pour le club et vous? Et pour vous? J'ai remporté une coupe d'Italie et de série C aussi. Dans mon pays, on se régale de m'enlever le peu que j'ai gagné. Wikipédia l'a aussi oublié cette coupe, sourire. Je ne promets rien, sauf que l'on vit pour ramener l'OM où il était quand Fabrizio Ravanelli, présent dans la salle, était joueur et que j'étais un gamin. Après, quand Fabrizio Ravanelli était joueur, il a gagné quoi, Ravanelli avec l'OM? Alors certes, c'était une super équipe quand même, hein, l'équipe 98-99, avec une fameuse finale Coupe de l'UEFA, Laurent Blanc défense ici et là, oui quand même. Mais on n'a pas gagné. On n'a rien gagné. Finalement, on fait une finale Europa, Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA. Et on fait deuxième du championnat à cause de qui? Feyenoord, enfoiré de Bordelais. Et surtout les Parisiennes, les péputes, qui se laissent marcher dessus par Bordeaux. Voilà, qui finalement deviennent champions voilà, devant l'OM cette année-là. Foiré. Pour vous, quelle a été la dernière grande innovation dans le football qui a entraîné une révolution du jeu? L'utilisation du gardien comme un 11e joueur de champ par exemple, ou les systèmes hybrides? Et il nous dit, Roberto, le gardien qui est devenu un joueur de champ a révolutionné le jeu. Oui, comme le marquage individuel sur tout le terrain qui a mis en place John Piero Gasperini et que Tudor avait mis en place à l'OL. Pardon, le rototo est sorti. Un Italien. Après Guardiola, il est, depuis que je regarde du foot, l'entraîneur qui a le plus révolutionné le sport. Ce sport. On peut le penser, on peut le penser. Pourtant, il est bergamasque. Non, il entraîne cette équipe-là, mais il n'est pas bergamasque. Sourire. Et quelle sera la prochaine, d'après vous? Je ne sais pas. L'année dernière, Thiago Motta a amené quelque chose de nouveau et il a très bien fait. Mais je crois que l'évolution est de faire mieux ce que tu maîtrises déjà plutôt que faire quelque chose de nouveau. Parfois, certains de vos collègues journalistes, voilà, ils pointillent un petit peu sur le journaliste. Vos collègues, vous savez ce que ça veut dire, me demandent si j'ai un plan B. Le plan B de Tudor, on s'en souvient. Les plans, tu peux en avoir d'autres dans d'autres domaines. Dans le foot, tu as une façon de jouer et tu dois essayer de t'améliorer, de l'améliorer. Alors, ce qui veut dire, à mon avis, j'ai décrypté tout à l'heure de cette manière-là. Écoutez ce que je vais dire. Donc, il a un plan A. Donc, son système, je ne vais pas le décrire au total. Son plan A qui est comme ça. Le plan B, peut-être qu'il n'en a pas un totalement différent. Ça va être peut-être le même plan A, mais avec des améliorations. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Voilà, plus rapidement que tout à l'heure que je vous l'ai décrit, mais c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, Roberto De Zerbi va peut-être rajouter des choses voilà, sur un certain domaine. Par exemple, le pressing, il va le changer, manière de presser. Voilà, dernièrement, on pressait un petit peu moins à mon goût, je trouve. Il va mettre peut-être un pressing plus intense dans les prochaines journées qui va nous apporter quelques récupérations de balles plus hautes. Peut-être. Ou alors peut-être qu'on va se faire trouer directement. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le côté plan A, plan B. Moi, je dirais qu'il a un plan A', tout simplement. Je continue. Tous les joueurs, tous les entraîneurs ne pensent pas comme vous. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Chacun voit le foot à sa manière. Et c'est vrai, je le rejoins sur ça. Moi, c'est ce qui me plaît dans le football, c'est d'avoir un coach qui voit d'une manière, un coach qui voit d'une autre. Imaginez-vous si on voit des coachs tous à la Deschamps, où on s'emmerde pratiquement à tous les matchs. Bon, il a les résultats. Mais derrière, c'est assez emmerdant. Ouais, il faut du dogmatisme, il faut du pragmatisme, il faut du ce que tu veux dire en isme. Mais en tout cas, il faut du isme. Voilà, dans tous les domaines, du football surtout. Combien de matchs regardez-vous par semaine? Je ne peux pas tout voir, mais la Ligue des Champions et la Ligue Europa, j'aime bien.
Et j'aurai un œil attentif sur les équipes françaises qui joueront ces compétitions. Vu qu'on n'est pas en Europe, j'aurai l'occasion de regarder ces matchs sur mon canapé. Comment on dit canapé en français? Il lui demande. C'est le même mot, canapé. Espèce de... Je m'en suis acheté un très beau cette année, mais j'espère, nous dit Roberto, le vendre la saison prochaine. Pour quelle raison? Parce qu'on va être européen l'année prochaine. On va gagner la Ligue 1. N'oubliez pas les amis, je vous le dis. Et voilà les amis, l'interview spéciale de Roberto De Zerbi. Et on a passé l'heure, je suis désolé. Eh bien, vous savez quoi? On va passer sur le gros écran. C'est terminado. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cet entretien. Je l'ai mieux lu que tout à l'heure. J'ai moins bafouillé. J'ai bafouillé une ou deux fois, mais ça va encore. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Il y a un petit mot de passe pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Ça sera perruque blonde, tout simplement. Voilà, j'ai pas envie de chercher un autre mot. Tout à l'heure, j'en avais un autre, mais c'est pas grave. Merci à vous, les amis. N'hésitez pas à donner de la force. J'en ai bien besoin. Je vois qu'il y a moins de monde, comme je vous l'ai dit. Le mercato est terminé. J'y peux rien. Je peux pas inventer des infos ici et là, comme certains. Je suis pas un insider, moi. Je ne traîne pas sur Twitter à inventer des choses. Donc, je traîne sur un Twitter, oui, mais pour chercher des informations, des vraies. Et je vous les relais. Je donne mon avis, j'analyse. Voilà. Vive le foot chez Savage Foot, les amis. N'oubliez pas, l'alerte, je l'ai mise. Je l'ai mise? Non. Oui? Je sais plus. Ah, je la remets. C'est pas grave. Bon, on a 1 heure de vidéo, à mon avis. Il n'y a plus personne. C'est pas grave. Like, dislike, abonnement, juste en dessous, là, ma trombine. La petite cloche qui fait ding. Et le partage, la petite flèche et même les commentaires. Réagis sur cet entretien qui est super sympa, je trouve. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, les amis, ayons confiance en De Zerbi pour la saison à venir. Voilà, on va lui laisser le temps. Il y a largement le temps de revenir au championnat. Nous sommes certes à 5 points de retard avec Monaco, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va se rattraper. Vous inquiétez pas, j'y crois. Vous y croyez pas? Moi, j'y crois. J'y crois pour vous. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM! Là, ça marche. Allez, ciao, ciao, ciao.